Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'une histoire hors norme, de celle de Rudy Kurniawan qui était un faussaire de Grand Cru. Vous l'aurez donc certainement compris, aujourd'hui on plonge en plein milieu du domaine du vin. Petit filtre pour l'occasion, 1000 merci. On a atteint, cette chaîne a atteint les 1000 enfers. On est même plus que 1000 à l'heure où je vous parle. Lundi 18 juillet, on est 1015. Donc merci beaucoup. J'ai encore plein d'histoires à vous raconter. Que ce soit du true crime, du true story, des histoires incroyables, des légendes, des histoires paranormales. J'en ai encore plein en stock. Donc on va pas s'arrêter là. Non, on va continuer. Encore merci du fond du cœur. J'essaie de vous tourner ce week-end une vidéo un peu spéciale. Enfin un peu spéciale. Qui change un petit peu de décor, etc. pour les 1000 abonnés. J'essaie de vous sortir ça la semaine prochaine. Si jamais ça ne sort pas la semaine prochaine, vous inquiétez pas, il y aura quand même une vidéo la semaine prochaine. Et je vous laisse pour cette semaine avec la vidéo du jour. Et encore, merci du fond du cœur. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très vite. Comment s'enrichir en vendant du vin? C'est la question que je vous pose. En fait, c'est très simple et c'est la méthode que Rudy Kurniawan utilisait. Il mélangeait plusieurs cépages, mettait une étiquette d'un vin de grand cru, d'un vin de valeur et le revendait à un prix exorbitant. Il a réussi à berner les plus grands collectionneurs du monde pour sa plus grande gloire, mais aussi pour sa plus grande perte. Rudy Kurniawan, la trentaine, arrive aux États-Unis en 2000, plus précisément à Los Angeles, et dès lors il fait partie de l'un des 5 plus grands collectionneurs du monde. C'est énorme, si bien que tout le monde vante son exceptionnel palais. La performance est d'autant plus incroyable qu'il ne lui aura fallu que quelques années pour se hisser au top des spécialistes de Grand Cru. Au début, il arrive aux États-Unis pour étudier ou alors, autre option, faire une carrière de golfeur professionnel. Oui, ça n'a rien à voir. En fait, en fonction des personnes auxquelles il s'adresse, il change de version et donc s'adapte très facilement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le jeune homme de 25 ans ne passe pas inaperçu. Il a des costumes Hermès sur mesure, une montre Patek Philippe, il adore les Maserati ainsi que les Lexus. Pour couronner le tout, il prétend être le fils d'une riche famille de brasseurs indonésiens. Rudy fait rapidement la connaissance de Paul Wasserman, qui est un des marchands les plus réputés de Los Angeles. Marchand de vin, bien évidemment. Paul Wasserman, ce n'est pas n'importe qui. Il a passé son enfance, sa jeunesse à Dijon, donc en France, et sa mère Rebecca tenait l'un des premiers négoces pour l'importation des Bourgognes aux États-Unis. Les deux hommes se lient d'amitié, ils ont notamment une passion commune qui est, vous l'aurez deviné, le vin. Rudy Kurniawan est encore novice, Paul Wasserman un peu moins, donc il l'initie petit à petit au secret de la dégustation. Les premières leçons portent sur les grands crus californiens, mais rapidement, Rudy délaisse les Montebello, Verité, Stat et autres Rosenblum Cellars pour s'intéresser au Bordeaux, puis au Bourgogne, considéré comme le saint des saints des collectionneurs. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Rudy Kurniawan est surdoué dans ce domaine. Lors d'une dégustation à l'aveugle, il est capable de reconnaître tous les Bourgognes qu'on lui présente et il est même capable de disserter sur certains d'entre eux. Enfin bref, il est intarissable sur le sujet. Un critique très réputé s'incline même en reconnaissant le talent hors norme de Rudy et donc forcément la notoriété de ce jeune prodige ne cesse de grandir. D'autant plus qu'il ne regarde pas vraiment à la dépense, puisque lorsqu'il se rend dans les salles de vente aux enchères, il a la main très souvent levée, et tant qu'il n'a pas le grand cru tant convoité, il continue de surenchérir, allant même jusqu'à dépenser jusqu'à 1 million de dollars par mois pour se procurer les vins dont il rêve. Un jour, il surenchérit jusqu'à 13 000 dollars pour se procurer une bouteille de Latache 1962, ce qui fait de lui une légende. En quelques mois, le collectionneur n'a pas moins de 50 000 grands crus dans sa collection. En 2004, Rudy Kurniawan fait la connaissance de John Capon. John Capon, c'est un commissaire-priseur, mais c'est aussi le propriétaire de la maison d'enchères Acker Merrill & Condit. Alors, est-ce que du côté de Rudy, c'était complètement intéressé d'avoir un ami qui était collectionneur-priseur, mais aussi propriétaire d'une maison d'enchères ? On ne sait pas vraiment, moi je pense que oui, mais voilà, on n'a rien de sûr sur ce sujet.
Ce qui est sûr, c'est que Rudy est un passionné généreux, il n'hésite pas à ouvrir les trésors de sa collection pour les partager avec ses amis. Selon le magazine Vanity Fair, c'est grâce à John Capone que Rudy Kurniawan a fait la connaissance d'un cercle très privé de 12 hommes dont la passion commune est de déguster des bouteilles de vin à plusieurs milliers de dollars l'unité. Au sein de ce club, Rudy Kurniawan acquiert son surnom de Docteur Conti en référence à sa passion pour les Bourgognes mais aussi pour les Romanée Conti. Vous vous doutez bien que la collaboration avec John Capone ne se limite pas seulement à la dégustation de vin, Rudy Kurniawan le sollicite lorsque ce dernier veut vendre des bouteilles de sa collection. Ensemble, ils organisent plusieurs ventes, dont une, je crois que c'est la première, en janvier 2006, qui a été baptisée La Cave, et pendant laquelle Rudy a vendu 4289 bouteilles. C'est vrai que ça peut paraître beaucoup, mais d'un autre côté, n'oubliez pas qu'il a quand même plus de 50 000 grands vins. En octobre 2006, il recommence cette opération, qu'il surnomme cette fois-ci la Cave 2, et il vendra 7970 bouteilles. Ouais, toujours plus. Le résultat de ces deux ventes, c'est 35 millions de dollars, ce qui est un record mondial. Le 25 avril 2008, dans les salles du restaurant Le Cru à Greenwich Village, tous les connaisseurs de vin sont réunis. Et ce restaurant, c'est pas un restaurant comme ça choisi au hasard. Non, non, il s'agit d'un établissement très renommé de la gastronomie new-yorkaise. Par connaisseurs, j'entends critiques, collectionneurs et dégustateurs. La maison d'enchères Acker Merrill & Condit, de notre très cher John Capone, met en vente 97 bouteilles du domaine Ponceau, qui est réputé pour ses grands crus de Bourgogne. C'est donc John Capone qui s'assure du bon déroulé de l'événement. Les flacons, comme on le dit dans le milieu, sont issus de la réserve de Rudy Kurniawan. Et c'est cette soirée-là qui précipite la chute de Rudy. Car en effet, dans ce milieu, Rudy n'a pas que des amis, il a aussi certaines personnes qui ne l'aiment pas trop. Maureen Downey, qui est sommelière à San Francisco, et aussi l'une des expertes réputées du métier, ainsi que Doug Barzilay, qui est avocat et collectionneur, ont de gros doutes sur Rudy et sur sa collection. C'est Doug Barzilay qui précipite sa chute, car lorsqu'il reçoit le catalogue de la vente d'avril 2008, il téléphone à son ami qui habite en France, qui s'appelle Laurent Ponceau et qui a le domaine Ponceau. Hi my friend, how are you? Blablabla. À quelle date le Clos Saint-Denis a intégré le domaine Ponceau? Juste une question, parce qu'ici il y a plusieurs bouteilles qui vont des années 45 à 71. Là c'est Laurent Ponceau là. Il manque de s'étouffer. Et si il manque de s'étouffer, c'est tout simplement parce que le Clos Saint-Denis a rejoint le domaine Ponceau en 1982. 45, 71, 82. Problème. Laurent Ponceau, il se dit, il y a un problème, donc il appelle directement John Capone pour essayer de comprendre ce qu'il se passe. Le commissaire-priseur lui dit, t'inquiète, toutes les bouteilles sont authentifiées. Sauf que Laurent Ponceau, il sait qu'il y a un problème. Donc, il débarque immédiatement à New York et il fait retirer du catalogue les 97 bouteilles du domaine Ponceau. Le lendemain, il rencontre Rudy Kurniawan dans un restaurant de New York et au moment de cette rencontre, il ne sait pas si Rudy est un imposteur ou si c'est un collectionneur qui s'est fait berner. Il lui demande l'identité du marchand de bouteilles et ce n'est que quelques mois plus tard que Rudy lui donne le nom de Pak Endra. Il lui donne également 2 numéros de téléphone en Indonésie. Le premier numéro de téléphone correspond à un numéro de fax et le deuxième à une compagnie aérienne de l'aéroport de Jakarta. Petit à petit, Laurent Ponceau va de découverte en découverte. Il découvre que Pak Endra est un prénom très connu en Indonésie. C'est comme en France, on dit souvent il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin. Bon, bah là c'est pareil pour Pak Endra. Cette fois-ci, il est sûr, Rudy Kurniawan n'est pas un collectionneur qui a été abusé. C'est un imposteur, c'est un faussaire de grand cru et il est prêt à tout pour le faire tomber. Et ce n'est pas tout. Bill Koch, le milliardaire héritier d'une des grandes familles du pétrole américain, veut aussi le faire tomber puisque Rudy lui a vendu des bouteilles. Très clairement, lui, l'argent, il s'en moque, ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'il ne croit pas en l'innocence de Rudy, que ce dernier lui a vendu des fausses bouteilles et que donc il s'est senti trahi. Il met plusieurs avocats et enquêteurs sur cette affaire et en septembre 2009, il porte plainte contre Rudy pour vente de vin frauduleux. Et au passage, c'est cadeau, il révèle également la vraie identité de Rudy Kurniawan. Il s'agit de Zheng Wang Huang. Pas sûr de l'avoir bien dit.
En décembre 2009, Laurent Ponceau reçoit un coup de fil de l'agent spécial Wine au FBI car ils ont besoin d'aide sur l'enquête. Forcément, ils ne sont pas très au courant des grands crus du domaine des vins, donc ils demandent à Laurent Ponceau de les aider. Un peu plus de 2 ans après, le FBI perquisitionne la villa de Rudy Kurniawan qui est située à Los Angeles et à ce moment-là, ils découvrent un véritable laboratoire de contrefaçon. Il y a des tampons de millésime, des cires à cacheter, des fausses étiquettes, des bouteilles vides, des bouchons de liège, enfin bref, toute la panoplie pour créer un faux grand cru est là. Les agents découvrent notamment des notes manuscrites où Rudy Kurniawan détaille comment obtenir un clos de la roche en mélangeant quelques pinots noirs de Californie. Le 7 août 2014, Rudy Kurniawan est condamné à 10 années de prison, mais aussi à une amende qui s'élève à 28,5 millions de dollars. Et c'est un record dans ce genre d'affaires. D'ailleurs, l'enquête a révélé que Rudy Kurniawan était criblé de dettes. En même temps, comme il achetait des grands crus pendant les ventes aux enchères, forcément, il s'est endetté. Et même il y a une année où il a dépensé avec une seule carte de crédit 10 millions de dollars. Rudy Kurniawan est toujours en prison. Voilà, c'est la fin de cette histoire. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce genre d'histoire. Ça change un petit peu des tueurs en série ou des meurtriers. C'est la deuxième que je fais sur cette chaîne. La première, c'était sur Wolfgang Fischer ou Wolfgang Beltrachy, enfin le couple Beltrachy, qui ont escroqué de nombreux tableaux et qui se sont enrichis grâce à ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets en petit i. Si jamais vous avez apprécié et que vous voulez d'autres histoires comme ça d'escroquerie, dites-le moi aussi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.